Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Aujourd'hui, épisode 24, je reçois le psychologue Jean-Michel Pelletier. On a eu une longue discussion aujourd'hui et j'ai décidé de séparer l'épisode en deux. Donc, les deux épisodes qui vont être diffusés cette semaine, exceptionnellement, il va y avoir deux épisodes diffusés très rapprochés, donc les épisodes numéro 24 et 25, tous les deux avec Jean-Michel Pelletier, parce qu'on a vraiment abordé deux sujets, évidemment, qui sont en lien avec la psychologie, mais qui sont quand même différents. Donc aujourd'hui, l'épisode numéro 24, on parle d'anxiété de performance. Jean-Michel Pelletier est un psychologue qui travaille beaucoup avec les sportifs, donc travaille avec les athlètes élites de haut niveau, travaille en blocage mental, en anxiété de performance, mais aussi est certifié dans la thérapie qu'on appelle le MDR. Et vous allez en entendre parler, vous allez en apprendre davantage dans l'épisode. Donc, on a parlé vraiment de tout ce qui est en lien avec l'anxiété de performance, que ce soit, on a fait beaucoup de parallèles avec l'école, donc l'anxiété de performance chez les jeunes dans les études, mais beaucoup dans le sport aussi, puis même dans le travail, des concepts en général qui s'appliquent vraiment à l'anxiété en général dans la vie. Donc, je pense qu'un peu tout le monde peut se reconnaître et tirer des informations intéressantes de cet épisode-ci. Voilà, donc comme d'habitude, je vous invite à vous abonner aux différentes plateformes. Donc, sur Spotify, abonnez-vous, vous pouvez laisser des reviews. Également sur les applications de type Apple Podcasts ou Balado sur Google. Et on est sur Instagram, Facebook et YouTube. Pour ceux qui veulent une version vidéo, on est sur YouTube. Donc voilà, épisode numéro 24. Je vous laisse apprécier cette conversation avec le psychologue Jean-Michel Pelletier. OK, c'est parti. Jean-Michel Pelletier, bon matin. Bon matin à toi aussi. Comment ça va? Ça va super bien. C'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir. Merci d'abord d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Puis merci de t'être déplacé. Les gens que je reçois souvent, c'est des gens vraiment occupés avec des agendas de première ministre. Puis je pense que tu fais partie de cette catégorie-là. Alors, on a déjà 6 mois d'attente. Fait que je me sens vraiment privilégié de pouvoir discuter avec toi ce matin de sujets qui te passionnent, mais qui me passionnent aussi, qui vont assurément rejoindre une grande partie des auditeurs. On parle aujourd'hui, on fait une première dans le podcast, on va faire un épisode en deux parties. Fait que la première partie qui va être diffusée actuellement, puis la deuxième partie qui va être un autre épisode dans 2 semaines, qui va simplement être la suite de notre conversation. Parce que je pense que c'est deux sujets qui sont assurément intimement reliés, mais que je vous laisse séparer pour être capable de référer les gens à un épisode plus précis et d'avoir accès à l'information au complet. Fait que d'abord, toi, tu es psychologue sportif, Oui. que tu as fait ton doctorat à l'Université de Trois-Rivières, si je ne me trompe pas. Exactement. Et tu travailles quand même dans plusieurs choses. Bien, entre autres, tu donnes des conférences, tu fais de la formation, tu donnes des cours, tu travailles comme psychologue, évidemment. Mais ton travail ne s'arrête pas juste au niveau sportif. Tu travailles aussi en contexte de travail, fait en psychologie au travail, psychologie organisationnelle, si je ne me trompe pas qu'on appelle ça. Ben, c'est sûr que je travaille dans le milieu du travail, mais en fait, je cible beaucoup l'anxiété de performance. Là, Ouais. fait que je reste dans la même continuité. Dans la même branche Ouais. que ce que tu fais en sportif. Exactement. Fait que, première partie aujourd'hui, on parle d'anxiété de performance, de blocage mental, de tout ce qui est attrait autour de ça. Puis en deuxième partie, on va parler vraiment plus spécifiquement de motivation en lien avec la réadaptation, les blessures. Fait que, tu sais, on cible un peu la motivation des gens qui sont blessés dans leur cheminement, si on veut, vers la récupération de leurs conditions optimales. Je trouvais que en fait, sur ton LinkedIn, tu as une description de qu'est-ce que tu fais comme travail que je trouvais qui résumait exactement ce qu'on va traiter aujourd'hui. Tu disais « Je traite l'anxiété de performance par la libération des blocages mentaux. Je facilite l'art de performer sous pression. J'active la motivation par l'innovation et le design. » Fait que je pense que cette phrase-là résume exactement ce qu'on va aborder aujourd'hui. Ben oui, le deuxième volet, on va beaucoup te parler de design pour la motivation. Design, Ouais. c'est l'environnement, comment mettre un cadre. Puis l'anxiété de performance, ben c'est beaucoup lié à ton passé. Même si l'anxiété de performance vise le présent et le futur, Ouais. les blocages viennent du passé. Fait que c'est ça que je vais un peu expliquer. Là. Fait que, premièrement, ben en fait, c'est parce qu'il y a au mois de mars, j'ai reçu, je ne sais pas si tu connais Véronique Richard,
qui Ben oui, travaille en ben oui. préparation mentale. Fait que je l'ai reçu, puis l'épisode n'est pas encore diffusé. Mais je trouve ça cool parce qu'aujourd'hui, toi, tu es psychologue et tu as aussi un genre de. Ben, tu as un travail en préparation mentale, évidemment. Puis elle fait aussi un travail en préparation mentale, mais elle a un cheminement qui vient pas du doctorat en psychologie. Fait que je trouve Clinique, ça cool, exactement. Fait que je trouve ça cool d'avoir aujourd'hui l'autre volet de la médaille, mais avec des enjeux vraiment communs puis des sujets qui vous passionnent tous les deux. Mais Véronique travaille beaucoup avec la créativité. En tout Ouais, cas, exactement. c'est vraiment intéressant. Là. Fait que si on se lance dans le vif du sujet, anxiété de performance, blocage mental, juste pour commencer à essayer de démêler tout ça, qu'est-ce que c'est l'anxiété de performance? À quoi ça ressemble? Puis, tu sais, ça englobe jusqu'à quoi, là? Ben, c'est une grosse question parce que même au niveau clinique, il n'y a pas de diagnostic. On ne peut pas dire tu souffres d'anxiété de performance. C'est plus comme une constatation que l'anxiété se produit en contexte de performance. Fait que examen, Ouais, camp de sélection Ouais. chez les sportifs, entrevue d'accueil ou entrevue pour une job ou tout ce qui demande une certaine performance. Beaucoup de gens, justement, le niveau de stress va impacter beaucoup leur performance. Fait que c'est exactement ça que je traite. Là. parce que j'avais fait un peu de recherche background pour préparer l'épisode puis essayer de comprendre un peu mieux. Puis ce que tu viens de dire, dans le fond, c'est que l'anxiété de performance, c'est pas un diagnostic établi dans le DSM qui est comme la bible des maladies ou des désordres de l'ordre mental, là, si on veut. Exactement. Fait que c'est... Parce que est-ce que on... Est-ce que ça rentre dans une catégorie d'anxiété autre, comme l'anxiété sociale ou peu importe, ou c'est vraiment juste l'anxiété liée à ce concept-là qui est le fait de performer? Mais c'est exactement ça. C'est qu'on on va s'intéresser à c'est quand le blocage, c'est quand l'anxiété se produit, ou en anglais, c'est choke. Ou, Ouais, exact. des fois, ça va être de l'anxiété sociale qui va expliquer le choke. Ouais, Des fois, ça va être de l'anxiété. Si dans ta vie, tu as une rupture amoureuse, ta mère est malade, puis il faut que tu performes en entrevue, ben ça se peut que ce que tu vis en trouble d'adaptation vient impacter ta performance. ouais. Puis, anxiété de performance, à la base, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus à... Pas plus à risque, mais qui sont prédisposés? Tu sais, y a-t-il des facteurs qui prédisposent à peut-être vivre plus d'anxiété de performance? Ben, c'est sûr que, j'ai pas d'études pour vérifier ça, là, mais c'est sûr que dans mon bureau, les gens qui ont une tendance à l'anxiété, à la fébrilité, Ouais. c'est sûr que les gens qui ont une plus grande anxiété de base, mettons un tempérament anxieux, Ouais. c'est sûr que quand ils arrivent dans le contexte de performance, ça se peut que le niveau de stress soit tellement élevé que là, ils choquent. Ouais. Mais ça a des avantages d'avoir ce type de personnalité-là aussi. Les gens qui ont de l'anxiété ont souvent plus de préparation avant un examen, plus de préparation avant un camp de sélection. Fait que des fois, c'est un avantage, mais là, il y a un seuil, juste un petit seuil que, ça devient un désavantage parce que là, justement, on perd nos moyens. Ouais, mais en fait, c'est quoi qui va déterminer quand est-ce... Tu sais, la limite entre c'est un avantage puis ça devient une béquille peut être quand même C'est la mince, meilleure là. question, Ouais. la personne. Ouais, hein? C'est ça qui va déterminer, dans le fond? Ben, c'est que c'est tellement personnalisé à chaque personne Ouais. que c'est la personne qui va nous dire à ce moment-là, dans ce contexte-là, tu sais, mettons, on prend un exemple d'un joueur de hockey. Ouais. Quand ma mère est dans les estrades, mon père aussi, le recruteur est dans les estrades, je suis en échappée, là, il y a de gros risques que je choke. Ben, Fait que c'est très contextuel. OK, oui, c'est ça. Mais, tu sais, mettons, parce que j'ai l'impression qu'on le voit souvent en contexte sportif, on le voit souvent. Puis, tu sais, le terme que tu as dit, là, le choke, comme on dit, le blocage mental ou l'espèce d'incapacité à performer au bon moment, on va souvent blâmer ou on va souvent catégoriser certains athlètes comme étant, tu sais, lui, dans les gros moments, il choke ou il n'est pas capable de livrer la marchandise, tu sais. Ben ça, tu vois, ça me fâche parce que il y a personne qui est à l'abri d'un choke. Ouais. Puis si un individu, que ce soit un jeune de 14 ans, de 18 ans, est en train de choquer, on devrait pas se dire « Ah, lui, il choke tout le temps dans les moments les plus... » On devrait se dire « Qu'est-ce qui fait qu'il choke à ce moment-là? Ouais. » Tu vois, puis c'est là où le psychologue du sport il est vraiment spécialisé. C'est de dire, au lieu de dire « Ah, ben lui, il choke tout le temps, lui, c'est un choqueux, lui, c'est un lâcheux. » Ouais. Ben, mais qu'est-ce qui fait qu'il lâche toujours à ce moment-là? Ben, il y a des raisons. Ouais. C'est pas... ça s'installe toujours sur quelque chose qui vient du passé. Fait que comment toi, comment t'établis les interventions nécessaires
pour trouver cette cause-là? En fait, c'est quoi ton raisonnement? Tu sais, mettons que on prend un contexte très concret. Justement, tu es un jeune sportif, puis dans toutes les échappées au hockey, jamais capable de scorer, même si dans d'autres contextes, c'est un excellent joueur. C'est un choker. C'est ça. Fait qu'on l'identifie comme étant. Mettons qu'il est devant toi, cette personne-là, comment tu vas faire ton travail pour être capable d'identifier la cause, puis après ça, remédier à ça? Ben, tu vois, il va venir dans mon bureau, puis lui, il va se trouver choker. Lui, il va se dire, il va se donner des. Tu vois, il va se donner des étiquettes. Ouais. Première chose, on n'est pas un mot. Hein. Choker, ouais. c'est la première. Tu sais, ça veut rien dire. Ça veut dire que tu perds tes moyens dans une certaine situation. Mais t'es pas une personne chokeuse. Il s'identifie à ça. Oui, puis ça va jouer dans la cognitive comportementale. La croyance selon laquelle je suis un choker, tu as plus de chances de choquer ou de figer dans les moments. Fait que déjà là, on va identifier la croyance. Puis le jeune, il arrive vraiment dans mon bureau, là, il dit moi je choke tout le temps, je suis un choker. Ouais. Là, je dois retravailler ça, mais avant, je vais juste demander qu'est-ce qui fait, à quoi tu penses, qu'est-ce qui fait augmenter ta pression interne. Dans ton corps, ça se situe où ta pression? Dans ta tête? Dans ton chest? Ouais, souvent, comme ça physiquement. va. Tu sais, souvent, c'est rare que la personne va me dire hey, je choke parce que mon énergie est dans mes jambes. Souvent, l'énergie, le stress va être dans la tête, vers le haut. Ouais. Oui, mais ça a l'air niaiseux, mais c'est déjà une bonne piste d'intervention. Ça veut dire que la pression est vers le haut. Fait que c'est des choses comme ça que je vais aller essayer d'identifier. Puis qu'est-ce qui fait que tu choques là? Moi, j'ai un concept que j'aime beaucoup. Ça s'appelle le coût de l'échec. Mais combien coûte, sur le plan psychologique, ton erreur, ton échec? Ouais. Fait que dans les cas de choke, souvent, le coût de l'échec est élevé. Je vais perdre ma réputation, mon estime de moi, je vais perdre une valeur, je vais perdre, mon père va rire de moi, mon père va être déçu de moi, ma mère va être déçue de moi, mon coach va être déçu de moi. Mais tout ce que tu perds si tu fais une erreur, si tu l'as dans ta tête, donc si la pression est dans la tête, si tu penses à ces choses-là avant de faire ton échappée, au lieu de penser à la POC, puis au gardien de but, si ton attention est vers le coût de l'erreur, le coût de l'échec, il y a plus de probabilité que tu fasses de choke, justement parce que ton attention, au lieu d'être focusée sur la tâche, sur le moment présent, sur ce que tu as à faire, est concentrée sur vraiment autre chose. Parce que tu vois, on dirait, en disant ça, ça fait le lien avec l'anxiété sociale. Parce que quand tu dis, tu sais, le coût de l'échec, en fait, c'est qu'est-ce que tu as à perdre si tu choques, finalement, ou qu'est-ce que ça amène comme conséquence si tu choques, puis c'est quasiment tout, en fait, les exemples que tu as énumérés, c'est en lien avec la perception d'autrui sur soi-même ou... Ben, c'est un bon lien que tu fais parce que moi, je vais faire attention parce que à l'adolescence, par exemple, l'anxiété sociale, la peur du jugement des autres est relativement élevée, puis c'est relativement normal. Ouais. Moi, à 14 ans, je m'inquiétais de qui pensait. Puis... Fait qu'il y a un certain seuil que ça devient un trouble, évidemment. Hein, ça devient un trouble d'anxiété sociale. Mais l'anxiété sociale, la peur du jugement des autres est plus fréquente dans les jeunes adolescents, les jeunes adultes, particulièrement 12, 13, 14 ans. Fait que c'est sûr que, effectivement, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, ma valeur, mon ego, mon estime. Il y a beaucoup de séduction aussi. Il y a beaucoup d'enjeux de ce côté-là. Mais oui, ça fait choquer. Est-ce que toi, tu vois que à cet âge-là, c'est un des enjeux importants, entre autres que ce soit en lien avec l'école, que ce soit en lien avec le sport ou toute autre facette de leur vie où il y a un aspect lié à devoir performer? Bien, toute ton identité est basée, toute la construction, parce que c'est pas ton identité comme un adulte, c'est la construction de ton identité est basée sur ce que tu réussis, ce que tu t'inscris dans tel programme, est-ce que tu vas être accepté dans tel programme. C'est sûr que dans la construction de ton identité, ça met une pression plus grande dans la tête d'un adolescent. Puis il y a beaucoup de pression à l'école, dans les sports. Fait que c'est sûr que quand tu es en construction de ton identité, l'opinion des autres, l'opinion de tes parents, ça a un impact. Puis l'opinion des recruteurs, l'opinion des professeurs. Fait que c'est sûr que dans ce moment-là de la vie, l'anxiété sociale ou les inquiétudes par rapport à ton ego est évidemment plus élevée. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est souvent un enjeu
entre autres lié avec l'école, mais qui peut venir aussi de la pression que ce soit des parents ou que ce soit la pression de comparer avec les amis, puis les gens qui sont... Tu sais, tout est souvent axé sur le résultat, le bulletin, les notes, là. Oui, puis tu sais, des fois, les gens vont s'identifier en étant... Tu sais, j'entends souvent ça dans mon bureau. Moi, je suis un sportif, ma sœur, c'est une intello. Ouais. Ben, c'est encore une fois des étiquettes. Ouais, ils s'identifient à ça. Ils s'identifient à sportif, fait que ça met une pression plus grande sur l'individu parce qu'il doit réussir dans le sport, parce que s'il réussit pas dans le sport, il devient... Un choker. Plus rien. Ouais, il s'identifie à ça, ouais, je comprends. Il devient plus rien. Je ne suis plus un sportif, je réussis pas dans le sport. Et c'est ça, un être humain, c'est pas juste un sportif. Hein. Ça va à l'école, ça peut travailler, ça peut avoir des amis, ça peut avoir des copains, copines. Un être humain, c'est plus complexe que je suis un sportif, je suis un intello, Mais on le voit même dans les films, n'importe quoi, il y a des étiquettes qui sont mises sur la tête des adolescents et des jeunes adultes qui viennent mettre une pression qui est inutile. Clair. OK, on est reparti après ce léger problème technique qui était finalement pas de problème technique. Fait qu'on parlait d'ados, on parlait d'examens, de résultats scolaires, de pression associée à ça. Dans ma pratique, moi, comme physiothérapeute, c'est un des contacts que j'ai avec les ados par rapport à c'est quoi l'effet de l'école sur leur personne. Parce que l'effet de l'école sur leur stress ou leurs symptômes a un lien avec leur récupération par rapport à leurs blessures. Ce que je remarque, OK, c'est que, puis en fait, je lisais une des dernières études sur les douleurs chroniques chez les enfants. Un des principaux facteurs qui prédispose à développer des douleurs chroniques chez l'enfant, c'est l'anxiété des parents. Fait que ma question, en fait, c'est est-ce que toi, tu remarques que l'anxiété des parents est un facteur soit à considérer ou un facteur clé dans l'anxiété de performance chez les jeunes? C'est une grosse question, mais oui. C'est sûr que la façon dont les parents voient la performance, on le voit dans des films des fois, le parent qui se projette dans la réussite de son enfant. Dès lors qu'un parent se projette trop, que la réussite de l'enfant, c'est sa réussite ou c'est notre réussite, c'est problématique parce que la réussite, ça appartient à l'adolescent, au jeune adulte, puis on peut le soutenir, on peut l'accompagner, on peut l'encourager, mais on n'est pas là pour tirer dessus. J'ai souvent l'image d'une plante, une plante pour qu'elle performe, mais l'humain est vraiment comme ça. Dans notre cerveau, là, c'est des embranchements, c'est des connexions neuronales. On ne peut pas tirer après une connexion neuronale. Mais c'est la même chose avec une plante. On ne peut pas tirer dessus pour qu'elle performe. On peut mettre un bâton, on peut mettre de la bonne terre, on peut mettre de l'eau, on peut faire plein de choses pour qu'elle performe, cette plante-là, mais on ne peut pas tirer, on ne peut pas pousser sur un être humain. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Puis depuis des centaines de milliers d'années, on a beaucoup axé sur cette pression-là. Puis je pense que dans certains contextes, on peut mettre de la pression, mais il faut quand même que l'individu soit prêt à recevoir cette pression-là. Puis c'est quoi les effets néfastes à long terme d'une anxiété de performance qui, à tout le moins, pourrait être problématique? Parce qu'une certaine anxiété, comme tu disais, ou un certain stress associé à la performance, c'est démontré comme étant nécessaire et utile pour mieux performer. Mais tant que c'est bien dosé. Fait que, quand est-ce que ça devient problématique au point que ça peut avoir des conséquences à long terme, puis ça va être quel genre de conséquences? L'être humain a souvent tendance à soit figer ou soit éviter. Mais je donne un exemple. Si le jeune joueur de hockey, il a pas réussi ses 4 derniers échappés, il a échappé la puck ou il a fait un lancer, et là, il va avoir soit tendance à pas vouloir retourner faire des échappés. Le coach va dire, est-ce qu'il veut les faire un échappé ou en prolongation, en fusillade? Là? Non, pas moi. Fait qu'il va totalement éviter la situation. Mais si tu évites la situation, tu vas pas surmonter tes peurs. Puis après 5 ans, après 2 ans d'avoir évité les échappées, qu'est-ce qui va arriver? Ta compétence va être moins bonne. Fait que c'est un cercle vicieux. Fait que l'évitement, oui, sur le coup, tu es protégé de la peur, mais à long terme, tu te mets à risque de ne pas apprendre. Puis c'est ça le plus gros risque. Puis comment, après ça, on revient
comment on brise ce cercle-là de l'évitement? Parce que, veut pas, à un moment donné, il faut se réexposer à cette situation-là progressivement. Puis il faut comme être capable de revivre des réussites dans ce qu'on associait avant à l'échec. Fait que, tu sais, comment on fait ça? Je peux donner d'autres exemples, des backflips, Ouais. des vrilles, peu importe le sport, vous allez retrouver des moments où un athlète va avoir fait une erreur puis il va avoir eu des conséquences, surtout quand il y a des blessures là, ou une commotion cérébrale. Ouais. Le cerveau humain va percevoir ce mouvement-là comme une menace. Ben, comment on fait pour les traiter ça? Bien, on va identifier la source du problème. C'est quand la première fois que tu as ressenti que tu perdais tes moyens en situation de stress ou de performance. Puis dans ce souvenir source-là, il y a plein d'informations. Tu serais surpris à quel point il y a de l'information sur le souvenir ou l'événement source, l'élément déclencheur de tout ça. Quel genre d'infos que tu pourrais, mettons, donner en exemple? Ben, je vais donner un exemple d'escalade. Okay? J'ai un athlète d'escalade. Il s'est blessé, il était rendu à une certaine hauteur, il a tombé, il s'est blessé à la cheville. Retourne à l'escalade, est rendu à un certain niveau de difficulté, certain niveau d'auteur, choke. Plus capable de bouger, plus capable de... Il fige. Là, tu sais, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire dans ces contextes-là? N'aie pas peur de... Ouais, n'aie pas peur de, je sais pas moi, d'aller plus loin. Ou parce que là, il y a eu une blessure, fait que là, les coachs sont comme, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Ça va bien aller. Tu vas être capable. Tu tomberas pas. Puis là, la plupart des gens vont dire ah, mais inquiète-toi pas, là, tu te reblesseras pas. Ou n'aie pas peur de ta blessure, guérie ou des choses. On va entendre ça. Ouais, clairement. Mais c'est la pire chose à faire parce que qu'est-ce qui nous dit que sa peur, c'est la blessure? C'est quoi notre preuve? On n'est pas dans sa tête, on peut pas le savoir. À part notre préjugé ou nos hypothèses. Puis c'est correct d'avoir des hypothèses. Hein? En tant que coach, moi, j'aime ça avoir 3 hypothèses. Une réaliste, une hypothétique un petit peu moins réaliste, puis une autre absurde. Ouais. Pourquoi? Pour justement travailler, avoir 2-3 hypothèses pour pas tout le temps prendre les mêmes hypothèses dans notre cerveau. Dans le cas de l'athlète, est-ce que tu sais c'est quoi sa vraie peur? Non? C'est la peur d'être jugé puis d'avoir l'air vulnérable devant tout le monde. Parce que dans un centre d'escalade, quand tu tombes, tout le monde te regarde. C'est comme un cercle. Ouais. Tout le monde te regarde. Mais elle avait pas peur de se blesser. Elle avait peur d'avoir l'air vulnérable devant les autres. Ouais. Fait que c'est un autre niveau beaucoup plus deep que simplement la peur de se reblesser. Oui, mais on n'aurait pas pu le deviner. Mm-hmm. C'est deep, mais en même temps très personnel. Ouais. Ça s'inscrit toujours dans un passé. Puis quelle hypothèse qu'on peut avoir sur quelqu'un qui a peur d'avoir l'air vulnérable devant les autres? Qu'est-ce qu'il peut avoir eu dans son passé? Ben, probablement des situations où elle a été vulnérable devant du monde en social ou... Souvent, on va parler d'intimidation, ou des trucs comme ça, ou des difficultés familiales. Ouais. Mais tu vois, le lien avec les... Tu sais, tout ça, c'est tous des concepts, comme dans chacun des podcasts que j'enregistre, des concepts qui s'appliquent à ce que je fais comme travail. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un, là, quelqu'un qui a une crainte de sa douleur ou de sa blessure, souvent, la crainte n'est même pas associée à la sensation d'avoir mal. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la sensation d'avoir mal. Puis, pour donner un exemple concret, dans la dernière année, là, j'ai un exemple très précis de ça. Quelqu'un qui avait une douleur à la cheville, séquelle d'une entorse, là, une entorse vraiment banale, tu te vires le pied, puis 2-3 mois après, encore de la douleur, encore de la difficulté à marcher. Puis quand je pousse le pourquoi ça te fait, pourquoi tu as peur d'avoir mal ou pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi cette douleur-là? Ben, quand j'ai posé 2000 pourquoi, je suis arrivé à une réponse de mon oncle a déjà eu un cancer osseux dans la cheville. Puis j'ai peur qu'après mon entorse, c'est ça qui est en train de se développer. Fait que, tu sais, le préjugé, pour faire un parallèle avec ton athlète d'escalade, le préjugé est cette personne-là a peur de mettre son poids sur sa cheville parce qu'elle a peur d'avoir mal.
mais c'est beaucoup plus la peur de ce que ça signifie potentiellement d'avoir mal. Et moi, j'appelle ça les micro-traumas. Hein? Si elle avait un lien d'attachement avec son oncle, il est décédé d'un cancer de la cheville, c'est plutôt rare, mais ça te marque le cerveau. Ton oncle. Ben, ton micro-trauma du deuil, ou tout ça, c'est pogné dans ton cerveau, puis c'est plus fort que toi. Blessure à la cheville, ça veut dire cancer. Ben, c'est ça. C'est une association que ton cerveau y fait. Puis même si tu dis à ton cerveau, fais pas cette association-là, c'est sûr que le cerveau va connecter quand même. Ouais. Je l'ai mal dit, association. Ouais. Mais l'association, c'est exactement ce qu'on va traiter dans les blocages mentaux. Ouais. Parce qu'il y a fusion, il y a connexion entre deux neurones qui ne devraient pas avoir connexion. On s'entend, entorse à la cheville et cancer de la cheville. Ouais, c'est rare. Ça ne devrait pas être connecté dans le cerveau d'un être humain. Parce que c'est pas nécessaire. Sur le plan de la survie, sur le plan de la performance, il n'y a aucun avantage, mais la personne qui le vit, elle, c'est réel, cette connexion-là. J'écoutais hier soir un podcast sur mettre à jour les concepts sur la douleur. Tu sais, parce que longtemps, le modèle de Descartes, il y a des centaines d'années, c'était signal douloureux, genre le feu, un neurone qui part, qui va à la moelle épinière, qui monte au cerveau, ça redescend, puis ça envoie une réponse de douleur. T'sais. C'était aussi simple que ça. Il y a un signal nociceptif, la nociception. Puis celui qui parlait, là, c'est un docteur en Australie, un physiothérapeute, docteur, il s'appelle docteur là, dans ces endroits-là. Puis il disait que la douleur, c'est simplement la somme de les sensations que tu perçois de ton environnement et l'ensemble des événements passés qui te permettent de prédire qu'est-ce que tu devrais avoir comme réponse avec cet environnement-là. Fait que tu sais, c'est le lien entre l'ensemble de ton environnement à l'instant même dans le présent et toutes les anciennes associations dans ton cerveau qui ont déjà été faites ou qui peuvent prédire ce qui va se passer. Parce que souvent, mettons dans les douleurs chroniques puis dans les blocages mentaux chroniques, il y a des associations de A égale à B. Si je fais ça, il se passe ça. Ben, dans les douleurs, c'est pas différent. Si je lève mon bras, il y a une douleur à l'épaule. Si je cours plus que 2 km, j'ai une douleur au genou. Les associations très claires. Fait que toi, tu vises à briser ces associations-là dans les blocages mentaux. C'est exactement ça. Puis on va voir même une généralisation. Ça va se déplacer dans des endroits insoupçonnés, cette généralisation-là. Ces connexions-là, ces associations-là vont... je donne un exemple, la perte de contrôle. La perte de contrôle, j'ai perdu le contrôle quand j'ai fait mon saut. Puis il y a des gens, des athlètes, que quand ils sont en réhabilitation, juste rater une marche dans un escalier, c'est un symbole de perte de contrôle. Panique. On est rendu dans l'escalier. Ouais. Mais ce qui a déclenché, c'est la perte de contrôle. C'est la sensation que tu perds le contrôle de ton corps. Tu as raté une marche, tu as eu l'impression de perdre le contrôle. Élément déclencheur, stress. Fait que comment tu fais concrètement pour briser ces associations-là? Comment on règle ça? Ben, c'est ça. C'est le plus gros travail, c'est d'aller voir que l'élément déclencheur quand c'est le souvenir source, puis d'aller dans le passé faire de l'exploration. Qu'est-ce qui pourrait expliquer? Puis un peu comme tu as fait pourquoi, mais ça peut être aussi parle-moi donc de ta relation avec la douleur. Parle-moi de ton pire souvenir relié à la douleur. Mais tu vas voir, c'est surprenant. Des fois, les gens ont oublié leur trauma, leur micro-trauma du passé. Tu sais, j'ai un athlète dernièrement, je parlais avec lui, puis je disais, ouais, comment ça que t'as peur dans les yeux? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou comment ça t'as peur dans le chest? Ou t'as eu une impression? Ben, il avait eu une blessure au bras il y a 8 ans. C'est un jeune ado. Fait que quand il avait 8 ans, il avait été vraiment genre dans le plâtre puis tout ça. Puis lui, il a vraiment peur de retourner dans le plâtre. Fait qu'il prend plus de risques. Fait que c'est associé à un événement antérieur. Ben, en fait, c'est associé l'intensité de sa réaction de figement ou de peur. L'intensité est associée à un événement antérieur. L'événement en soi est stressant. Si je te lance une balle de baseball, puis vraiment fort, puis ça se peut que tu aies peur, mais le passé, tu sais, si tu as déjà eu une balle de baseball d'en face,
Je me le souhaite jamais, là, mais... Mais tu sais, si je te non. relance une balle, c'est sûr que tu vas avoir peur parce que tu en as eu une dans ton enfance. Ouais. Mais si tu n'en as jamais eu, ça se peut qu'il n'y a rien qui va se passer. Puis, est-ce qu'au final, tu sais, mettons, théoriquement, là, régler un blocage mental, c'est créer des nouvelles associations, une nouvelle règle de prédire ce qui va se passer? Ben, je vais expliquer vraiment plus en détail, justement. Tu sais, il y a le passé qu'on va aller chercher, mais un coup qu'on a trouvé nos souvenirs qui viennent expliquer l'enjeu, mais il faut choisir comme un thème. Le thème, tu sais, le perte de contrôle peut être un thème ou perception d'être rejeté. Ça peut être plein de thèmes. On choisit le thème, on dit, il y a 3 souvenirs. Ton pire, le plus récent, celui qui vient d'arriver, puis la première fois de toute ta vie. Le pire, le premier, puis le plus récent. OK. Fait qu'on va aller chercher 3 souvenirs associés à ton thème de perte de contrôle. Ouais. Fait que là, on va aller traiter les 3 souvenirs. Mais souvent, dans les souvenirs, il y a des croyances bloquées. Exemple de croyances bloquées. Je suis nul, je vaux rien, je suis poche, je suis en danger. Bien, ça, c'est imbriqué dans ton souvenir. Mm-hmm. Fait que là, on va les travailler. On va remettre la personne dans ce souvenir-là, en MDR. On va la mettre en imagerie dans son passé, dans ce souvenir-là, avec cette croyance-là, qui lui fait de la peine, qui lui fait peur ou qui la fait réagir. On la fait travailler et la personne elle-même se rend compte « Ah, ben finalement, pourquoi je me dis ça? Mm. » Et, tu sais, des fois en TCC, on essaie de travailler les pensées, mais souvent, la meilleure personne pour changer une pensée, c'est elle-même. Mais il faut la faire remettre dans ses souvenirs, dans ses problématiques. Fait que lorsqu'on va revisiter ces souvenirs-là, on va trouver des stratégies pour faire face à ce souvenir-là qui lui a fait peur, à ce micro-trauma-là. Et un coup que les stratégies sont identifiées, sont mises en place en imagerie, là, la personne peut croire autre chose. Ça laisse place à une nouvelle association, finalement. Oui. Puis quand la personne est capable de nommer des stratégies efficaces, des stratégies adaptées, puis en plus, elle croit à une autre croyance d'elle-même, ben, je n'étais pas si nul que ça, finalement, j'ai de la valeur. Oh, là, je suis comme, OK, go, continue. Ouais. Puis on va identifier des stratégies adaptées, puis quand les stratégies adaptées sont installées, là, on revient dans le moment présent avec ces stratégies-là. Mm-hmm. Puis la probabilité de choquer est beaucoup moins grande. Pour que ce soit concret après ça dans le contexte actuel. Exactement. Tu as mentionné le MDR, puis je voulais qu'on en parle, qui est une approche de traitement en psychologie pour traiter, entre autres, le syndrome de stress post-traumatique ou plein de choses en lien avec les traumas. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire EMDR? En quoi ça consiste? Si je ne me trompe pas, il faut se certifier pour pratiquer ça ou il faut une certaine formation? Puis, à quoi ça ressemble concrètement quand tu fais ça? Ben, le MDR, c'est vraiment en lien avec les mouvements des yeux, c'est Eyes Movement. Ouais. Puis le D, c'est pour désensibilisation, c'est qu'on va aller désensibiliser la charge émotionnelle des souvenirs du passé. Puis on va essayer de réhabiliter ce souvenir-là pour le rendre plus accessible, justement, pas nécessairement plus accessible, mais le rendre plus en mémoire à long terme. OK. Faut le rendre plus loin, plus distant en mémoire à long terme, et il ne faut pas qu'il reste prisonnier de l'amygdale puis de l'hippocampe. Qui sont? L'hippocampe, c'est relié à la mémoire émotionnelle, et l'amygdale, c'est la partie, c'est comme le système d'alarme du cerveau, c'est le danger, c'est elle qui envoie des messages de peur. Fait que si c'est la partie limbique ou la partie qui est automatique du cerveau, ou lorsqu'on a une menace, lorsque vous allez dans la forêt puis il y a un ours devant vous, ben c'est sûr et certain que l'amygdale va se déclencher. Puis l'hippocampe va dire « Oh, ça s'est passé dans la forêt, ça s'est passé à tel endroit. » Puis il va tout enregistrer. « Oh, il y avait telle odeur. » Ouais. Surtout l'odeur. L'odeur, vous seriez surpris à quel point on peut les traiter avec l'odeur. Là. Ah ouais? Ben oui, l'odeur et l'hippocampe, c'est très fort. Là. Puis, tu sais, dans le fond, chez l'espèce humaine, l'odeur, pourquoi c'est aussi fort? Parce que quand on mange, s'il y avait de la moisissure ou quoi que ce soit, il fallait rapidement s'en rappeler que cette nourriture-là, c'était pas bon pour nous. Ouais. Fait que l'odeur est très importante, mais l'odeur, les sensations. Puis souvent, quand un souvenir est bloqué dans le cerveau, justement, c'est plus sensoriel. C'est comme
c'est une sensation, c'est une sensation du corps, une odeur. Puis quand on l'envoie en mémoire à long terme, c'est plus comme une sorte d'histoire ou quelque chose qui s'est passé plus distant. Fait que moi, je travaille à ce que les souvenirs traumatiques soient plus en distance, plus éloignés. Mais ce que tu viens de dire, c'est exactement l'exemple que je donne aux gens pour leur expliquer comment une douleur peut être influencée par plein de choses. Tu sais, l'histoire de l'odeur, là, c'est déjà arrivé à tout le monde de rentrer quelque part puis de dire comme « Hey, ça sent comme chez ma tante. Oui. » Mais donc, t'associes une odeur à un souvenir, à un plat, à un moment. J'explique aux gens que quand tu te blesses, tout ce qui est dans l'environnement autour, le contexte, le lieu, les personnes avec toi, comment ça s'est passé, c'est comme si ça rentre tout dans un tiroir avec ta douleur. Puis ce tiroir-là, ben, c'est ce qu'on appelle un neurotag dans le cerveau, un genre de lien entre plein de neurones. Mais un seul élément de ce tiroir-là peut faire ouvrir le tiroir complet. T'sais? Fait qu'après ça, ben, si c'est un accident d'auto, ben, le simple fait d'avoir des voitures, les autoroutes, les routes, les camions, peu importe, peut être assez pour ressortir ta douleur. S'il pleuvait, ben, quand il pleut, ça peut être... T'sais? Fait qu'il y a tellement de facteurs, puis je trouve que tu démêles bien ça quand tu parles de... le rôle, justement, de ces deux parties-là du cerveau. Il y en a un que c'est son rôle de détecter, puis l'autre, c'est comme un espèce de chef d'orchestre d'association dans notre cerveau. Là. Puis cette partie-là est méconnue. Là. Il y a beaucoup de travail à faire. Tu sais, souvent, on parlait juste amygdale, hippocampe, on parle ça vaguement. Amygdale, c'est le système d'alarme, mais c'est bien plus que ça. Ouais. Tu sais, c'est des choses qui peuvent rester bloquées pendant des années dans vos rêves, dans vos cauchemars. Tu sais, si tu as eu un événement micro-traumatisant ou traumatisant, ça va revenir. Ouais, des rêves qui reviennent, hein? Les rêves qui reviennent, les cauchemars qui reviennent, c'est pas un hasard, là. C'est que ton amygdale, ton hippocampe, rejoue les choses pour essayer de digérer, puis si t'es pas capable de le digérer, justement, ça reste pogné. Faut réguler ces trucs-là, puis il y a des façons en MDR d'aller réguler ces choses-là. Tu sais, je donne un exemple souvent à mes clients. Moi, j'ai à peu près rêvé au moins dans le cauchemar, je pense, des milliers de fois que j'arrivais en retard dans mon examen ou que je remettais pas. Parce que, tu sais, quand tu es à l'école, tu sais, avoir une mauvaise note, c'est comme gros. La fin du monde. La fin du monde. Fait que j'ai dû rêver ça des milliers de fois. Mais tu vois, je rêve plus là en ce moment. Pourquoi? Parce que je suis un professionnel, puis j'ai plus... Non, plus d'examen. J'ai régulé, puis j'ai trouvé d'autres stratégies. J'ai plus d'examen aussi, ça doit aider. Ben, clairement. Puis quand tu fais de la thérapie par un MDR, à quoi ça ressemble pendant que tu le fais? Tu sais, tu as parlé du mouvement des yeux, qui est clairement, semble intimement impliqué dans la thérapie, mais il se passe quoi concrètement? Là? Mettons que je suis un oiseau dans cette salle-là, qu'est-ce que je vais voir devant moi? Ben, en fait... en MDR, ce qu'on va faire, c'est que tout le travail d'identifier les croyances négatives est vraiment important. Je suis nul, je vaux rien, je suis en danger. Au départ, si on ne fait pas ça, c'est un peu une base comme ça ressemble à la TCC, la cognitive comportementale. Il faut vraiment aller structurer qu'est-ce qui se passe, à quoi c'est associé, à quelle émotion c'est associé. Ouais. Fait qu'on fait un travail de préparation, puis après ça, la personne est devant moi, puis ce qu'on fait, c'est qu'on la met dans des souvenirs. On dit là... Alexis, ce que j'aimerais, c'est que tu penses à la première fois que tu es tombé en vélo. Fait que parle-moi de la première fois que tu as tombé en vélo. Faisais-tu soleil? Puis la personne se met en imagerie, réfléchit à ce souvenir-là. Et là, il y a des choses qui viennent. Puis souvent, en MDR, on va ajouter les mouvements des yeux. C'est vraiment des mouvements bilatéraux comme ça. Ouais, gauche-droite. On peut aussi utiliser des sons. On peut aussi utiliser des tapotements des genoux. Ouais. Peu importe la façon, c'est que c'est des stimulations qu'on appelle bilatérales qui vont venir aider à la digestion émotionnelle, à la digestion du souvenir traumatique. Il y a plusieurs hypothèses, là, mais on n'est pas encore au niveau scientifique sur qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau quand on fait des mouvements bilatéraux, mais ça semble aider à la digestion émotionnelle. Ça semble aider à la désensibilisation. C'est quoi en ce moment où est-ce qu'en est la recherche sur l'efficacité de ce type de thérapie-là, le MDR, sur le traitement du syndrome de stress post-traumatique, des blocages mentaux,
de ce type de trauma-là? Ben, il y a quand même plusieurs études là, en ce moment, puis surtout basées sur les PTSD, là, les troubles de stress post-traumatique. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui partaient de là, mais de plus en plus, il y a des études sur l'anxiété, sur le sport. Fait que il y a des dernières études qui montrent l'efficacité de ça. Ça va prendre encore beaucoup d'autres études pour avoir des méta-analyses, tout ça, mais il y a quand même plusieurs études en ce moment qui prouvent que ça peut être utile, pas juste avec les militaires, pas juste avec des policiers. Ouais. Ça peut être utile avec monsieur, madame, tout le monde, dans les troubles anxieux, dans l'anxiété de performance. C'est utilisé aux États-Unis souvent là, chez les athlètes. Là. Quand l'athlète a été voir tous les spécialistes puis que ça bloque encore, ben, le MDR, ben, ça nous aide à aller en profondeur, d'aller dans les racines. Mm-hmm. Si on peut le régler en exposition directe ou en exposition en imagerie, c'est correct. Là. Si tu as peur des hauteurs ou de faire un backflip puis tu réussis à en faire 3 de suite, tu vas avoir moins peur. Mais des fois, l'exposition, ben, on peut le faire en imagerie mentale, cette exposition-là. Moi, je vais faire une prédiction, là, puis c'est pas scientifique, mais c'est basé sur ce que j'observe en clinique, puis les différentes conversations en lien avec, tu sais, mettons, même dans plusieurs épisodes du podcast, je serais même pas surpris de voir cette efficacité-là en conjoint avec un programme de réadaptation en physio dans les douleurs chroniques. Surtout dans un contexte où il y a des croyances très fortement imprégnées et erronées qui nuisent à la guérison de la blessure ou à la réadaptation. Puis pourquoi je m'en vais là, c'est que le système oculomoteur, autant au niveau sensoriel, mettons l'information qu'il apporte à notre cerveau en physiothérapie, est vraiment clé dans plein de blessures, par exemple les commotions cérébrales, et dans des... pas des blessures, mais dans des comment dire, dans des contextes de sensibilisation centrale. Fait que des douleurs ou des blessures qui partent très minimes, puis qui déboulent en devenant et où le corps se rend en état de sensibilisation centrale, c'est-à-dire où le cerveau a carrément changé sa structure, un genre de neuroplasticité, et où tout signal extérieur sensoriel est perçu comme un danger, une douleur. Puis les gens qui commencent avec une douleur au genou se ramassent avec des points, mettons un avant-bras qui est plus sensible à la température ou à la pression. Tu sais, des signes comme ça qui sont clairement identifiés. Puis l'autre élément, c'est que le système oculomoteur semble être un des systèmes qui crash le plus facilement dans un contexte de sensibilisation centrale, justement comme ça. Puis même, j'ai suivi des formations où on réentraîne le système oculomoteur pour désensibiliser le système nerveux central dans des cas de douleur vraiment complexes comme ça. Ben, c'est des choses à explorer. Puis tu vois, la commotion cérébrale, moi, je crois beaucoup à ces nouvelles façons d'intervenir là, mais il faut faire attention aussi parce que si on traite avec les yeux, ou ce que je fais, dans la commotion cérébrale, par exemple, il y a des moments où c'est plus adapté de le faire. Clairement. Je donne un exemple, la personne a mal à la tête, prend dans le tapis, puis tu essaies de faire du traitement de souvenirs. Des fois, ça fait pas de sens. Non. Puis même jouer avec les yeux, quand le cerveau est pas prêt à ça, ça peut causer... Fait qu'il y a encore beaucoup d'études à faire en collaboration avec les les neurologues, les neuropsychologues, puis n'importe quel, les physios, les gens qui travaillent dans le domaine, justement pour utiliser la bonne stratégie au bon moment. Parce que dans le commotion cérébrale, je pense que le MDR peut être utile, mais ça peut être utile dans un certain moment du traitement. Oui, puis c'est peut-être en fait utile dans... Moi, je rattache encore ça dans le contexte psychologique, blocage. Oui. Mais des blocages mentaux dans la réadaptation d'une blessure, ça existe. Il y en a pas mal. Pour avoir travaillé en réhabilitation. Toi, tu as travaillé en douleur chronique aussi. Actuellement, cette année, là, avec l'année de fou qu'on a eue, puis les sources de stress multiples et différentes, beaucoup de nouveaux, beaucoup de perte de contrôle, beaucoup d'imprévisibilité. Qu'est-ce que tu as vu comme effet de cette pandémie-là sur l'anxiété de performance ou les blocages mentaux, que ce soit en lien avec le travail, le sport, l'école?
J'ai vu beaucoup de choses, puis je suis content que tu aies nommé perte de contrôle parce que j'ai eu beaucoup de micro-traumas liés à la perte de contrôle. Ouais. Puis, tu sais, dans la perte de contrôle, c'est que ça prend tellement différentes formes. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, ouais, je file pas, je suis stressé. Puis, il n'y a pas de facteur de stress. Mais oui, il y a des facteurs de stress parce que tu n'as pas le contrôle de la plupart des choses de ta vie. Fait que, tu sais, ne pas avoir le contrôle de sa vie ou de son sport, c'est un facteur de stress. Mais Clairement. ça, c'est pas conscient. Tu sais, tu peux avoir aucun stress, là, pas de maladie, pas de problème, tu as de l'argent, pas de stress financier, mais le fait de ne pas avoir le contrôle sur ton sport, le fait de ne pas avoir le contrôle sur ta blessure, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais beaucoup de retard de traitement. Ouais, des délais. Des délais. Ben, 2 semaines là, dans une blessure, c'est beaucoup. Quand tu es dans le plâtre, là, c'est long. Ouais. Moi, j'en ai vu dans mes clients qui se sont blessés. C'est toute une aventure, cette année, se blesser. Là. Ouais. Surtout quand tu as eu besoin du système de santé par rapport à ta blessure, là, que ce soit voir un médecin, avoir une chirurgie. Oui, puis tu sais, tous les systèmes de réhabilitation, des fois en équipe, puis qui se faisaient en groupe. Ouais. Puis ça, fait qu'il y a plein, tu sais, les athlètes là, qui justement, étaient plus en groupe, se réhabilitaient. Tu sais, t'arrives à l'entraînement, t'es avec tes amis, puis tout ça. Pas ça, là. Non. Hey, ça joue là, sur le système. Là. Ouais, c'est clair. Fait que beaucoup d'impact. On a l'impression d'avoir pas le contrôle. Puis on n'a pas le contrôle aussi sur le futur, c'est que c'est imprévisible. Puis l'humain haït ça pour mourir. Ouais. Tu sais, Sonia Lupien parle de perte de contrôle, imprévisibilité, atteinte à l'ego, puis nouveauté. Ouais, ils sont toutes là. Ils sont toutes là. Choisis celui que tu veux cette année. Le facteur de stress, c'est exactement ça le problème. Puis chacun des 4 que j'ai nommés, ben c'est ça qui vient jouer. Puis l'ego a beaucoup de problématiques en ce moment parce que j'en ai parlé un peu au début. Tu sais, moi, j'ai des athlètes qui s'en allaient dans les équipes élites aux États-Unis. J'ai des athlètes qui voulaient faire le junior majeur, midget 3A. Là, ils sont comme, je sais pas. Ils peuvent, tu sais, ça fait 1 an, mais ils peuvent pas se situer. Tu sais, d'habitude, tu peux te dire, tu sais, j'ai eu une bonne saison, je pense que je peux être pris au midget 3 ou je peux être pris au junior majeur, je peux être pris à l'équipe canadienne si tu fais des sports plus olympiques. Là, il n'y a pas de... On peut pas comparer. Tout est incertain, en fait. Oui. Fait que tu peux être choisi, mais tu n'as pas beaucoup de contrôle, à part de t'entraîner le plus possible. Ouais. Puis c'est là qu'on réactive. Tu sais, sur quoi tu as du contrôle en ce moment? Ben j'ai du contrôle sur mon entraînement. Puis j'active beaucoup la préparation mentale en ce moment par vidéo. Parce que ça les aide à rester stimulés et à évoluer aussi. Là. À l'heure où on se parle, là, on semble vivre dans une société où la performance est vraiment mise de l'avant, qui semble être la principale, une des principales choses par laquelle on se définit et par laquelle on se valorise de performer, que ce soit dans le travail, à l'école, dans le sport. Toi qui travailles en anxiété de performance, dans les blocages mentaux, comment tu penses qu'on va faire dans les prochaines années pour freiner cette espèce de vague d'anxiété de performance qui est de plus en plus présente chez les jeunes en lien avec l'école? Moi, je pense surtout à l'école parce que dans le sport, c'est peut-être un peu plus... on le sait que c'est présent depuis longtemps, mais à l'école, ça semble être de plus en plus flagrant. Les professeurs n'ont pas les ressources pour faire face à ces défis-là, déjà qui gèrent des classes complètes. Il manque de services sociaux dans les écoles, il manque de psychologues, de tous les professionnels qui aident les étudiants. Comment on va faire? Ou c'est quoi les solutions pour l'avenir pour ça? Bien, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, mais c'est surtout, moi, je poserais des questions aux jeunes. La première chose, là, moi je suis rendu plus vieux. J'ai pas 16 ans, j'ai pas 17 ans, j'ai pas 18 ans. Je sais pas c'est quoi les vrais enjeux. Je le sais parce que je leur pose des questions, mais qu'est-ce que vous auriez besoin pour vous sentir mieux? Ben, les trucs de cotère, tout ça, là, ça pourrait être revisité. Là. Il y a des choses... parce que ça met tellement une grande pression, puis... Dans le futur, il y a à peu près 50% des emplois dans 10 ans qui n'existent pas encore aujourd'hui. Ouais. Ben, il faut en parler de tout ça. Ouais. Puis il faut parler aussi que notre métier de psychologue puis le métier de physio ou de kin, tout va changer.
Ça a déjà changé. Hey, tu sais, quand j'étais à l'école, tu sais, je suis pas si vieux que ça, là, mais si j'avais dit à mon superviseur, hey, je vais faire juste de la thérapie en ligne dans 5 ans, Ouais. il m'aurait regardé. Il m'aurait dit, Ouais. que c'est ça. Mais là, c'est quasiment une réalité. Ouais. Quasiment 100% de mes clients sont en ligne. Je dis pas que je veux faire ça toute ma vie, mais je dis juste qu'il y a des choses qui vont changer, puis de dire aux jeunes qu'il y a plein de possibilités, qu'il y a des options, puis que c'est pas nécessairement les options qui sont là en ce moment. Tu sais, des fois, je vais être accepté dans tel programme. Oui, mais il y a plein d'autres options. C'est quoi tu recherches vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? L'ego, être accepté dans un programme vraiment élite ou quoi que ce soit, ou tu veux être bien, Mm-hmm. puis être relativement bien payé. Ouais. Mais ça, c'est tout un enjeu, là. Mais ça date pas d'hier non plus, là. Mais c'est de plus en plus dur de rentrer dans les programmes contingentés. C'est clair. Puis je pense que tu dois le savoir. Ben, écoute, l'année où je suis rentré en physiothérapie, la cotère était genre 0.2 en bas de ce que ça prenait pour rentrer en médecine. Tu sais, fait que c'est de plus en plus contingenté, tout ce qui est en lien avec la santé, puis autre, tu sais, moi, c'est ce que je connais, là, mais je suis sûr que dans plein d'autres domaines, c'est la même chose. Là. Ben, en psycho, c'est pareil, mais Ouais. c'est juste pour dire, il y a plein d'autres emplois, plein d'autres, puis je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'éducation pour juste comme ouvrir les horizons, puis de travailler aussi avec les parents. Ouais, Parce que c'est les parents souvent qui viennent mettre cette pression-là, puis très tôt, là. Mm-hmm. Ah, tu vas devenir médecin, ils ont 5 ans, puis ils réussissent un casse-tête, puis il va devenir Ouais. un bon professionnel. Tu sais, déjà là, il va devenir avocat, il est capable d'argumenter. Mais OK, mais est-ce que la personne aime ça, être avocat? Est-ce que la personne aime ça, être médecin? Puis avec tu sais, même les jeux vidéo, il y a des gens qui gagnent 150 000 par année. À jouer, tester. Pas nécessairement à créer des jeux vidéo, Ouais. mais tu sais, c'est majeur. Il y a des changements dans notre société, mais c'est comme si dans notre éducation scolaire, c'est pas intégré. Ouais, je comprends. C'est problématique. Ouais. Parce que ça met une pression, ça met comme un entonnoir. Tout le monde doit aller dans des programmes contingentés, mais c'est pas vrai. Non. Fait que La société ne vivrait pas si on était juste médecin, avocat, professeur. Là. non, ça prend... Les maisons, ça se construit pas tout seul. Les bâtisses, genre la majorité des emplois ne sont pas ça. Ben exactement. Puis ça, c'est un gros travail qu'on devrait faire. Moi, je pense que c'est le plus gros travail qu'on devrait faire. Là. Ouais. Fait que c'est d'ouvrir ces horizons-là. Puis pour les jeunes, pour les aider, justement à développer d'autres talents. Si tu développes d'autres talents que ton talent scolaire ou sportif, c'est sûr que, justement, mettons qu'on prend construire une maison, si tu apprends à construire des choses, ça peut te donner de la valorisation, de l'estime de soi, puis tout ça. Puis il y a de plus en plus de métiers qui sont dans la tête, mais c'est pas tout le monde qui est fait pour juste travailler avec son cerveau pendant 40 heures semaine. Non, c'est clair. Avant qu'on passe à la partie 2, je voulais savoir pour toi, c'est quoi les 2-3 messages clés que tu veux faire ressortir par rapport à l'anxiété de performance? La première chose, c'est quand vous vivez de l'anxiété de performance puis vous avez tendance à éviter les moments stressants ou les choses comme ça, de voir vos pensées, les étiquettes que vous vous donnez. Mm-hmm. Je vaux rien, je suis stupide, je suis en danger, de vraiment bien identifier la croyance qui est limitative. Puis souvent, elle vient de loin. Je réussirai jamais. Toutes ces espèces de croyances. S'observer, penser, finalement. Ouais, puis il y a des croyances plus complexes, du genre j'ai jamais réussi à finir ce que j'ai commencé. OK. Tu sais, ces espèces de phrases vagues que tu dis dans ton cerveau, que tu t'es fait répéter. Moi, dans ma clientèle, beaucoup de gens, jeunes qui arrivent dans mon bureau, je suis lâche. Je suis une personne paresseuse. Et qui t'a dit ça? Ouais. D'où que ça vient? Mm-hmm. T'as 14 ans, puis toi, tu viens dans mon bureau, puis tu me dis que toi, tu te considères comme une personne paresseuse. Ouais. Puis là, j'observe qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Elle va à l'école, elle est dans le sport, je sais pas, elle fait de la musique. Là, OK, là, t'es plus occupé qu'un premier ministre. Fait que là, d'où vient cette croyance-là? Ouais. Mais il y en a plein de croyances, là. Je suis en danger, je vaux rien. En tout cas, il y en a plein. D'identifier les croyances, puis de regarder s'ils sont valides, là. Parce que s'ils sont pas valides, puis tu les répètes, c'est sûr que ça va te causer des problèmes. Ouais. Première chose. L'autre chose, c'est de voir des moments marquants dans ta vie qui ont venu t'impacter.
Moi, depuis un petit bout, là, je sens beaucoup des injustices dans le milieu du sport. Injustice. Avoir vécu de l'injustice, on dirait que ça vient chercher là, dans le plus profond de nous. Mm-hmm. Je sais pas, t'aurais dû être sélectionné dans un camp, puis t'as pas été sélectionné, mais la personne qui a été choisie, elle était vraiment moins bonne que toi, mais la personne qui a été choisie, elle a plus d'argent que toi, puis son père, il a parlé au directeur général, puis c'est lui qui a été accepté. Ouais. Ben, l'injustice, des moments où vous avez vécu l'injustice, il faut aller voir dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies cette sensibilité ou cette susceptibilité-là en lien avec l'injustice pour mieux comprendre. Puis, pour l'anxiété de performance, il y a des façons en imagerie de se préparer à quelque chose. Fait que, tu sais, votre cerveau, il est très puissant. Tu sais, s'il a peur de l'échec, il y a plus de chances d'échouer. Clair. Votre cerveau, il est puissant, fait que c'est un peu un effet placebo, là, mais de se visualiser en train de faire la performance peut aider. Puis souvent, ça j'en parle souvent. Beaucoup de coachs en préparation mentale ou de coachs en général ont peur de faire visualiser les gens en train d'échouer. Et moi, des fois, j'utilise la visualisation. La personne est en train de faire de l'imagerie, mais si tu échoues, tu échappes la rondelle, qu'est-ce que tu fais? Ben ouais. Tu sais, il faut faire attention de toujours rendre ta visualisation trop positive. C'est bien, c'est toujours bien. Tu te prépares, tu te mets dans un mindset, surtout en début de game ou début de partie ou n'importe quoi. Mais se visualiser en train de faire une erreur, puis comment la rattraper, ça peut être bon aussi. C'est clair. Ben, faut que tu sois capable d'agir quand ça se passe pas comme ton plan. Oui, mais je vous jure, peu de coachs vont suggérer ça. Pourquoi, selon toi, par réflexe, on fait pas ça? Bonne question. Je sais pas. Ben, t'es en triathlon, pense que ça a plus ou moins bien été en natation, puis là, t'es rendu sur le vélo. Pourquoi les préparateurs mentaux, les coachs, font pas ces visualisations-là? Ils pensent que ça nuit à leur performance? Ben, on peut pas parler de négatif. Faut toujours être dans le positif. Faut préparer le... Puis, ils n'ont pas totalement tort. T'sais, moi, je veux pas que ça soit juste du négatif, puis on se prépare au pire tout le temps, mais OK, mais ça arrive souvent que entre la natation puis le vélo, tu trouves ça plus dur parce que la natation, c'est moins ton sport, puis le vélo puis la course, c'est vraiment ton sport. Fait que si ça va pas bien en natation, qu'est-ce que tu peux faire pour te grounder puis commencer ton vélo de façon plus optimale? Ouais. Ouh, on commence à jouer, là. Ouais. Puis c'est là qu'on change de niveau de préparation mentale. Puis c'est une question de dose. Tu es un athlète, tu vas le savoir si tu fais trop d'imagerie mentale négative. T'sais, l'athlète va nous dire, ouais, là, on parle trop de négatif. Mais si on parle jamais des échecs ou c'est là que la peur se maintient. Ouais, c'est clair. C'est là où que la préparation mentale trop positive, crois en toi, t'es capable. Ça devient de l'anxiété de performance dans la préparation. Exactement. Puis c'est ça qui est problématique. Puis c'est pas grave, là. C'est pas genre, il faut pas faire ça. C'est pas ça que je dis, là. Parce que je vais avoir plein de courriels. Mais c'est vraiment de dire, OK, on peut se préparer à des barrières, on peut se préparer à des échecs, puis qu'est-ce qu'on fait? Puis lorsque les ressources sont mises en place, ben ça peut mieux aller parce que la personne se sent plus en confiance si ça va pas bien. Exemple, au hockey, là, je sais pas, ta première période a vraiment pas bien été, là. T'as pas réussi à lancer au filet. Ben, qu'est-ce qu'on fait en deuxième période? Lance au filet. Ben, on se prépare. On peut se visualiser. OK, je t'en prends. Ça n'a pas bien été. Qu'est-ce qu'on fait en deuxième pour se grounder? Quelle stratégie que je mets exactement? Puis on peut le faire en imagerie. Oui, clairement. Notre cerveau est puissant. Autant que notre cerveau est puissant pour augmenter le choke puis augmenter la douleur. Mais l'inverse aussi. L'inverse aussi. Je pense que notre cerveau est puissant. C'est la meilleure façon de conclure cette première partie-là. Puis ça va être la meilleure façon de faire l'intro vers la partie 2. Mais avant qu'on fasse juste couper ça puis qu'on starte la partie 2, vu que les gens vont attendre 2 semaines avant d'avoir la partie 2, en attendant, les gens qui veulent en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Internet, sur les médias sociaux pour avoir accès à de l'information en lien avec ce qu'on a discuté? J'ai un groupe qui s'appelle Athlètes sous pression. Puis je me spécialise vraiment sur l'aspect sous pression. Fait que vous pouvez aller sur Facebook, Athlètes sous pression. Il y a beaucoup d'informations là. Puis sinon, sur mon site web, ça s'appelle www.athlètes
www.playfulacademy.com ou .ca. Ouais. Playful pour juste jeu. C'est une attitude. Moi, j'aime beaucoup être dans le jeu. Ouais. Puis Academy parce que je vais donner des trucs ou des stratégies justement pour mieux performer. Là. Playful Academy. Puis sinon, sur ton LinkedIn aussi, j'imagine? Sur LinkedIn aussi. LinkedIn Jean-Michel Pelletier. OK, fait que merci pour cette première partie-là. Puis on poursuit la discussion dans la partie 2.